Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 2 février 1709, autant vous dire qu'il fait extrêmement froid à Paris, puisque c'est le grand hiver 1709. Mais là, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes dans le sud-est de l'océan Pacifique. 2 navires anglais sont en train d'approcher d'une petite île. L'île s'appelle Massa Tierra. Ça fait exactement 6 mois qu'ils ont quitté les côtes anglaises pour venir dans ce sud du Pacifique avec pour mission d'attaquer tous les navires français et espagnols qui sont croisés. Pourquoi les navires français et espagnols ? Parce qu'on est en pleine guerre de succession d'Espagne, bien sûr, et que les 2 navires en question, qui s'appellent le Duke et la Duchess, ça ne s'invente pas, ont reçu l'ordre d'aller déstabiliser les intérêts ennemis dans cette région du monde. Dans leur périple, l'île de Massa Tierra représente la première escale qu'ils vont trouver depuis le passage du Cap Horn. Et cette petite île est réputée pour être un peu le garde-manger de tous les marins qui viennent à passer de ce côté-ci du globe. Parce que un siècle plus tôt, les Européens ont introduit là des chèvres. Ils l'ont fait exprès pour toujours avoir un peu de nourriture fraîche et même pour avoir du lait au passage. En ce 2 février 1709, après de très longs mois difficiles, c'est donc avec soulagement que les 2 navires, et qu'il faut imaginer leur gréement magnifique, leurs grandes voiles blanches, les 2 navires s'approchent des côtes de Massa Tierra. Mais en s'approchant, plusieurs hommes sur le pont du Duke voient se dessiner sur le rivage une drôle de silhouette. Si on y regarde bien, effectivement, il y a un homme qui est là, qui s'agite sur l'île. Il est en train de faire des grands signes en direction des navires. Et à côté de lui, il y a un feu qu'il a allumé visiblement exprès. L'homme n'est vêtu que de peau de bête. Il est bien mal rasé. Il a la peau visiblement abîmée. Il a l'air de vivre là depuis pas mal de temps. Alors on envoie 2 chaloupes, on met les chaloupes à la mer, une 50aine d'hommes armés de fusils débarquent sur l'île, ils approchent du bonhomme, inutile de vous dire qu'ils ont les armes braquées sur sa personne, mais le mystérieux personnage pousse un cri de joie. Il se roule par terre et lorsqu'on l'interroge sur sa présence dans cette île, il essaie de parler sauf qu'il n'y parvient pas et pour cause, cela fait 4 ans qu'il n'a pas adressé la parole à un seul humain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pour comprendre la présence de ce bonhomme sur cette île tellement reculée, il faut quand même retourner quelques années en arrière, vous l'aurez compris, et on va changer de continent. On retourne en Écosse, au tout début du XVIIe siècle. Notre personnage s'appelle Alexander Selkirk. Il est d'une taille assez moyenne. Il a le visage ovale avec des cheveux châtain foncé, bruns, qui lui arrivent jusqu'à la nuque, des grands yeux marrons. Selkirk est né en 1676, c'est-à-dire qu'au tout début du XVIIe siècle, il a environ 25 ans, vous voyez, et il grandit dans un petit village de pêcheurs au sein d'une famille où il y avait 7 fils. Le père était tanneur, il avait l'intention que son fils reprenne le métier, sauf que Alexander, lui, rêvait de grands horizons. On connaît ce genre d'histoire, bien entendu. Si on regarde les registres judiciaires de la paroisse, on constate combien ce Alexander était bagarreur, querelleur, il avait toutes sortes de problèmes. Très souvent, il revient au foyer de ses parents avec les vêtements déchirés et des bleus sur le corps ou la lèvre en sang, enfin vous voyez un peu le genre. Son père essaie de le faire rentrer dans le rang, mais il n'y a rien à faire et de toute façon, il ne veut pas apprendre le métier. Et puis un jour, on en est là, donc on est en 1703, quand il doit paraître devant les tribunaux pour répondre cette fois d'une faute qu'il a commise à l'église. Mais Alexander n'a pas l'intention de comparaître, il a déjà trouvé un bateau corsaire. Il veut changer d'environnement, vous l'avez compris. Il va pas être déçu, puisque le capitaine William Dampier dirige 2 caravelles qui prennent la direction du Pacifique Sud. En 1703, on est au tout début de cette fameuse guerre de succession d'Espagne dont je vous parlais, et les corsaires anglais se jettent à l'assaut des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Selkirk saute sur l'occasion pour essayer de fuir son destin. Les premières semaines sur le navire se passent pas trop mal. Il faut vous dire qu'il admire ce capitaine. Il a besoin d'une autorité qu'il puisse admirer, ce Alexander.
Malheureusement, il va se trouver sur l'autre navire, et l'autre navire est dirigé par le second, qui s'appelle le capitaine Stradling. Et alors là, ça se passe pas bien du tout. Alexander est bagarreur, je vous l'ai dit, il entre en conflit avec Stradling, l'ambiance devient invivable sur le navire. Alexander ne cesse de contredire les ordres du capitaine, il est pas loin de lancer une mutinerie, et pour ne rien arranger, après plus d'1 an de navigation, il faut dire qu'on a fait chou blanc. Le butin reste complètement nul. Pour augmenter leurs chances, les 2 navires vont devoir se séparer. Le capitaine Stradling fait le choix de s'arrêter à Massa Tierra pour refaire le plein de vivres, et tous les membres de l'équipage sont assez heureux de poser le pied à terre et de pouvoir enfin souffler. Mais après 3 jours de présence sur l'île, au moment de rembarquer, Alexander s'aperçoit du mauvais état de la coque du navire, et il exige que le départ soit repoussé. Sauf que le capitaine n'a pas l'intention de l'écouter du tout, et c'est à ce moment-là que Selkirk dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je vais rester là, sur l'île ». Le capitaine ne le lui fait pas dire 2 fois, et il décide, après tout il est bien débarrassé, il lui dépose toutes ses affaires personnelles, et voilà qu'on largue les amarres. Diana Chouami a écrit « Les folles aventures du vrai Robinson Crusoe », et voilà ce qu'elle raconte. Le capitaine Stradling ordonna qu'on débarquât le coffre du marin, les vêtements et le couchage de Selkirk. Depuis la plage, ce dernier contempla les préparatifs du départ. Il n'avait pas souhaité que la dispute prît une telle tournure. Il demanda au capitaine de lui pardonner, de le laisser regagner le bateau. Il promit qu'il serait beaucoup plus discipliné. Mais le capitaine lui répondit d'aller en enfer et qu'il pouvait bien finir en pâté pour vautour. Il espérait que son destin servirait de leçon à d'autres hommes. Selkirk contempla le bateau se préparant à quitter le rivage. Il clopina sur les pierres, essaya de monter à bord, mais on le repoussa. Il entra dans l'eau en suppliant. Il les regarda lever l'ancre et remorquer le navire vers la haute mer. Le bruit des rames plongeant dans l'eau, l'écho des ordres, les petites silhouettes des hommes levant l'ancre et envoyant la voilure s'imprimèrent dans son esprit. Une légère brise soufflait de l'ouest. Le navire glissa derrière la falaise et disparut de sa vue. Ah là, si Alexander voulait changer de vie, on peut dire qu'il va pas être déçu. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc en octobre 1704 qu'Alexander Selkirk voit s'éloigner ce navire du capitaine Stradling, qu'il a tellement honni. Là, la gorge se serre, inutile de vous dire. Et dans les premiers moments, il se dit quand même que non, c'est pas possible, le capitaine est en train de lui donner une leçon, mais il va finir par donner l'ordre de faire demi-tour. Mais non. La voile disparaît, les voiles disparaissent à l'horizon. Il est là, il va passer la journée entière à scruter l'horizon. On se dit, mais c'est pas possible. Et puis les jours qui suivent, il se nourrit comme il peut de coquillages qui sont là. Ça va durer pendant quelques jours. Il sait bien qu'il y a des chèvres qui sont plus haut dans les collines, seulement il n'ose pas encore s'aventurer tout seul dans le centre de l'île, sauf qu'au bout d'une semaine, des lions de mer envahissent la plage. C'est leur période de reproduction. C'est pas le moment de s'approcher de ces animaux qui sont dangereux. Et là, Alexander se trouve contraint de regagner les hauteurs de l'île. Il songea à s'échapper et imagina un radeau, raconte Diana Chouami, fait de branchages attachés avec des boyaux d'otarie ou un canoë fait d'un tronc évidé. Mais la terre la plus proche était Valparaiso, à 600 milles au nord. Et quand bien même par un coup de chance il aurait survécu à la perfidie de l'océan, à ses courants capricieux et à la violence des vagues, à l'appétit des requins et à la chaleur du soleil, si les gardes-côtes espagnols l'attrapaient, il serait sans pitié. Les Espagnols se faisaient une règle de ne jamais relâcher un Anglais qui connaissait ses mers. S'il parvenait à toucher le continent, il serait consigné à l'hospice ou expédié aux mines, mis au fer et torturé jusqu'à ce qu'il révélât ce qu'il savait de ses compagnons corsaires. Autant vous dire qu'il n'a pas le choix, il va devoir survivre sur cette île. Dans l'attente d'un navire, après tout, il arrive que des navires viennent faire escale, vous savez. Bon, il dort pas beaucoup, parce que il a peur de manquer le passage de ce fameux navire qui pourrait le sauver. Donc, il est tellement obsédé par l'horizon que dans les premiers temps, il dort pas beaucoup, mais il est épuisé, bien entendu. Paradoxalement,
malgré son désespoir et une fatigue qui devient énorme, on peut affirmer qu'il a eu raison de descendre du fameux navire. Parce qu'il faut vous dire quand même qu'un mois après l'avoir abandonné sur son île, la fameuse caravelle a fait naufrage. La coque était vraiment en mauvais état, comme il n'avait cessé de le dire. Et dans ce naufrage, la moitié des matelots sont morts, et l'autre moitié a été fait prisonnier par les Espagnols, ce qui donc, vous l'avez compris, n'était vraiment pas un sort enviable. Donc, même si Alexander l'ignore encore à ce moment-là, la décision qu'il a prise, c'était quand même la bonne décision. Ça, il faut le souligner. Alors, le temps passe et au bout de 2 mois, il se décide à se construire une cabane à flanc de montagne en attendant, juste à côté de sa nouvelle demeure. Il va construire une sorte d'enclos où il arrive à coller les chèvres qu'il a attrapées. Ça lui permet de prélever le lait. Et il a appris à faire du fromage, ça tombe bien. Dans le véritable Robinson Crusoe, voici ce qu'écrit André Reuze. Au début de son séjour, il avait été ennuyé par des multitudes de rats, dont l'audace défiait la raison et qui s'enhardissaient jusqu'à ronger ses pieds pendant son sommeil. Il y a toujours eu beaucoup de rats à bord des navires, ceux-ci avaient été amenés involontairement dans l'île par des pirates, mais pour mettre en fuite ces désagréables visiteurs, Selkirk eut l'idée d'apprivoiser des chats sauvages. Ils étaient nombreux et de même provenance que les rongeurs. Après de longues et vaines tentatives, il réussit à s'emparer de chatons et les emporta dans sa cabane pour les élever et leur apprendre à chasser les rats. Ainsi passèrent donc les premiers mois, et puis, je dis le premier mois, mais une première, et une deuxième année, et une troisième année, et pendant ce temps-là, toujours aucune voile, aucun navire, et puis enfin un jour, un navire se présente dans la baie de l'île. Alexander est tout excité, vous imaginez, ça fait 3 ans qu'il attend, il allume le feu pour être repéré, il pousse des cris, le navire le repère, accoste, et Alexander court, traverse la forêt pour se joindre rapidement à l'équipage, mais alors qu'il leur fait face, il s'aperçoit que ces gens-là parlent espagnol, et immédiatement, le voilà qui repart dans la direction opposée. Les Espagnols se mettent à le poursuivre, seulement alors là, Alexander est chez lui, il connaît l'île absolument dans le moindre recoin, il arrive à grimper dans une sorte de grand arbre dont il ne descendra pas pendant 2 jours, et les Espagnols l'ont perdu, et donc ils vont repartir. Selkirk regagne sa cabane, et il constate les ravages qui, en son absence, ont été commis, puisque les armées du roi d'Espagne ont tout détruit, à commencer par la cabane qui est complètement par terre. On a ouvert l'enclos, les chèvres ont disparu, bref, il va falloir tout recommencer, tout reconstruire. Quelques mois plus tard, on est donc en octobre 1708, Alexander célèbre ses 4 ans sur l'île, vous imaginez. Il marque sur un arbre les jours passés, c'est comme ça qu'il arrive à se repérer dans le calendrier. Il fait son propre calendrier, si vous voulez. 4 années sur cette île sans rencontrer quiconque en dehors de ces fameux Espagnols qui avaient l'intention de le capturer. Peut-être qu'il va rester si longtemps que l'arbre, à force, ne sera même plus assez grand pour graver tous les jours qu'il a passés là, dans la plus totale solitude. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et donc, arrive ce 14 février 1709, les 2 navires quittent l'île de Maas avec à leur bord Alexandre Selkirk. Vous imaginez bien que c'est pour lui une délivrance extraordinaire. Alors, racontons peut-être leur arrivée dans cette île. Ça faisait à ce moment-là 4 ans et 4 mois qu'Alexander vivait dans l'île. Il aperçoit les 2 navires aux voiles blanches qui s'approchent. Est-ce qu'il doit de nouveau se manifester ou est-ce qu'il faut faire comme il l'avait fait 1 an plus tôt? Au risque de tout perdre, il passe donc à l'action. Je vous l'ai raconté tout à l'heure, le feu, les grands gestes, etc. Et il se jette littéralement aux pieds de ces soldats qui viennent de descendre du navire et il laisse exploser sa joie. Ça y est, c'est fini, sa solitude va prendre fin et
les marins qui sont là, qui sont des Anglais, s'interrogent sur cet homme vêtu de peau de bête qui est là à se rouler à leurs pieds, et ils comprennent qu'il n'est pas dangereux, il repose les fusils, et il va essayer, en mâchant la moitié des mots, il faut qu'il réapprenne à parler, mais il va essayer de leur expliquer, leur raconter son histoire. Il leur fait visiter l'île et son habitation. Les Anglais sont très impressionnés par son agilité. Un témoin raconte, il courait avec une merveilleuse rapidité à travers les bois, bondissant sur les rochers et parcourant les collines, comme nous le constatâmes lorsque nous le chargeâmes de chasser des chèvres pour notre compte. Nous avions un bulldog que nous envoyâmes avec certains de nos coureurs les plus agiles pour l'aider à attraper les bêtes, mais il distança tout le monde et épuisa aussi bien le chien que les coureurs, attrapant les chèvres et nous les rapportant sur son dos. Il est devenu un grand professionnel. Et évidemment, les Anglais l'invitent donc à leur bord, lui posent plein de questions. Ils partagent leur repas. C'est le premier verre d'alcool qu'il boit donc depuis 4 ans et demi et ça lui brûle l'estomac. Bref, tout ça, évidemment, il va falloir qu'il se réadapte, Selkirk, sauf que maintenant, ça y est, il est à bord du navire qui quitte Massa Tierra et ça y est, il est en train de quitter ce qui avait été d'une certaine façon son petit monde, son enfer, sans doute, mais aussi peut-être son paradis. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 33 ans, il s'interroge maintenant sur ce qu'il va faire du reste de sa vie. Dans un premier temps, son sort est lié à celui des 2 navires. Il se réengage dans cette guerre de succession d'Espagne qui déjà l'avait amené jusqu'à cet îlot complètement perdu. Il est nommé maître d'équipage. Et lui qui était tellement querelleur, alors là maintenant, il est devenu tout à fait sociable. Il plaît beaucoup au sein de ce navire. Les 2 bateaux prennent d'assaut des colonies espagnoles, puis finalement, il rentre en Angleterre en octobre 1711. Ouf! Selkirk revient. Il est respecté maintenant, il est même assez riche parce qu'on a distribué du butin à bord de ces navires corsaires. Et bien sûr, son histoire va se diffuser dans tout le pays. Quand il rentre chez lui en Écosse, vous n'imaginez pas, il est un héros local. On ignore comment il est reçu par sa famille, mais il y a des rumeurs qui disent que il a quand même été dormir dans une cabane au fond du jardin, ne supportant plus la promiscuité avec d'autres êtres humains. Il lui faut de l'espace maintenant, il lui faut de l'air libre. Quoi qu'il en soit, dans les années suivantes, on ne compte plus les articles qui racontent son histoire. Tous les journaux anglais y sont passés. Et en 1719, Daniel Defoe, donc l'auteur, va rencontrer Selkirk et il va écrire ses aventures. Le livre s'appelle, vous savez, « La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe de York, marin qui vécut 28 années sur une île inhabitée sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. » Voilà, ça y est, c'est Robinson Crusoe. 28 ans, c'est beaucoup plus quand même que ce qu'a réellement passé sur l'île notre vrai Robinson, 4 ans et demi. Évidemment, cette aventure de Robinson Crusoe va un petit peu éclipser celle de Selkirk lui-même. L'appel de la mort, de la mer était trop fort pour lui. Il va quand même s'embarquer sur un navire dont la mission est de protéger les intérêts anglais dans le golfe de Guinée. Et c'est là qu'à l'âge de 45 ans, il va être atteint de fièvre jaune et mourir, donc en 1721. Est-ce qu'il savait que sa mémoire allait complètement être éclipsée par le personnage fictif de Robinson Crusoe et de son compagnon Vendredi? Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que l'île sur laquelle il était resté plus de 4 années allait changer de nom en 1966. Cette île ne s'appelle plus Massa Tierra, elle s'appelle l'île Robinson Crusoe. Vous écoutez Radio Classique.